Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence à cette conférence qui s'annonce captivante tant le sujet fait débat. L'intelligence artificielle est-elle soluble dans la presse sociale? Avant d'explorer ce domaine où la technologie et l'information se rejoignent, je souhaite dans un premier temps rappeler le rôle de notre syndicat. Le syndicat de la presse sociale compte 70 sociétés d'édition, 92 publications papier et 7 services de presse en ligne. C'est un pilier de l'information et de la transformation sociale, touchant directement la vie de plus de 13 millions de lecteurs. En adhérant au SPS et de fait à la FNPS, les éditeurs bénéficient d'une représentation collective puissante pour défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des instances de régulation. Le SPS porte la voix de la presse sociale sur 3 enjeux réglementaires, fiscaux et numériques qui sont essentiels pour la pérennité de notre secteur. J'ajoute qu'il ne faut pas oublier que depuis plus de 25 ans, le SPS s'engage activement dans la lutte contre l'illettrisme et plus récemment contre l'électronisme. Nous menons des campagnes de sensibilisation auprès des pouvoirs publics visant à améliorer l'accès à l'éducation et à l'information pour tous. Par conséquent, nous contribuons modestement, mais avec passion, à transformer la vie de ceux touchés par ce fléau majeur. Chers éditeurs, chers passionnés de journalisme et de technologie, examinons maintenant le rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'information et de la diffusion des connaissances et du savoir. En effet, posons-nous la question suivante. Dans quelle mesure l'IA peut-elle venir en aide à nos rédactions, tout en évaluant ses limites et les dangers qu'elle représente? L'intelligence artificielle promet de révolutionner le domaine du journalisme en offrant des outils puissants pour la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information. Cependant, elle soulève des interrogations importantes concernant notamment la fiabilité des sources, la neutralité de l'information et l'automatisation des process éditoriaux. Au cœur de notre discussion, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Rim Terraoui, présidente de Hub France IA, une figure emblématique de la communauté technologique française. Rim, votre expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle nous permettra d'explorer les multiples facettes de cette question complexe. Je tiens également à remercier Séverine Bougnol, rédactrice en chef au sein de la MGEN, d'avoir accepté spontanément et avec enthousiasme notre invitation à animer cette conférence. Je vous invite tous à participer à cette discussion stimulante, à poser vos questions et à partager vos perspectives. Et maintenant, mesdames, je vous laisse la parole. Et là, oui, voilà, à la technologie. Merci Laurence, donc merci Rim. Donc je vais vous présenter un peu plus avant Rim et son parcours, et ensuite nous échangerons sur 3 points principaux sur lesquels je reviendrai, et puis j'espère que vous nous poserez après des questions. Donc Rim Terraoui a un parcours très riche et diversifié. Elle a commencé sa carrière dans le secteur public, où vous êtes attaqué à un grand défi qui était le refinancement de la dette de la sécurité sociale. Puis vous êtes passé au groupe BNP Paribas, où là vous avez occupé divers postes. Mais c'est là où il y a eu un début d'orientation vers l'IA, puisque vous avez créé pour la direction des risques
le dispositif d'intelligence artificielle avant d'être nommé Chief Data Officer. Et ça coïncide avec la période où vous êtes devenu administratif du Hub France IA, au titre duquel vous avez été invité. En 2023 également, je sais que ça compte pour vous, vous avez fondé une entreprise à mission spécialisée dans la data et l'IA au service du développement qui s'appelle Ariam Adaptive et Régénérative Solutions. Je l'ai prononcé à la française, j'espère que ça vous va. Je n'ai pas fait d'erreur, vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je suis très honorée. Voilà, donc Rim est vraiment une experte dans ce domaine et, à mon avis, dont l'intelligence n'est pas artificielle. Vous me le direz en fin de séance. Ben justement, on verra si en fin de séance, je vous remets le badge qui le dit. Je le laisse là pour le moment. C'est un badge où il y a écrit « Mon intelligence n'est pas artificielle ». Donc, pour notre conférence, on a voulu l'articuler en 3 points. D'abord, évoquer ce qu'est l'IA, parce qu'on n'a pas forcément tous le même niveau de connaissance à ce sujet. On en parle beaucoup, mais de quoi parle-t-on exactement? Ensuite, on parlera de votre organisation et comment le Hub France IA intervient dans ce domaine. Et puis, on basculera sur les enjeux pour notre secteur, celui de la presse sociale. Donc voilà les 3 temps et il y aura ce temps d'échange après. Donc le premier, l'idée c'est de poser le décor, peut-être de soulever des fantasmes, des idées reçues, parce que depuis notamment l'arrivée de ChatGPT, on entend beaucoup de choses sur les outils d'IA générative. Peut-être que vous nous préciserez ce mot également. J'ai pris quelques titres ou des choses, ça va de « ils vont nous piquer nos jobs, nous faire perdre en créativité, nous faire perdre la boule avec les faux profils, les fausses informations, les fausses images », mais aussi ils ont des avantages. Ce sont des boosters pour les médias au niveau de leur productivité, du marketing, de la vente, de la logistique. Donc on est un petit peu dans tout ça. Et avant de vous donner la parole, pour l'illustrer, on vous a fait une petite captation vidéo. On est allé demander à ChatGPT, il y a d'autres outils, mais voilà, on lui a posé 2 questions. La première était, c'est pour vous montrer comment, voilà, à quoi ça ressemble et la vitesse de la réponse et la qualité de la réponse ou la non-qualité, je vous laisserai juger. Donc la première question, c'était, voilà, je lui ai demandé ce matin, qui es-tu? Il a mis 2 secondes, même moins de 2 secondes, pour me répondre. Voilà, et donc il a dit qu'il était un modèle de langage développé donc par la société OpenIA. Voilà, et que son but est de fournir des réponses et des informations sur une large gamme de sujets en fonction des questions et des instructions qu'il reçoit. Je m'arrête là, on y reviendra. Et on lui a demandé aussi s'il connaissait le SPS. Voilà, donc vous voyez en bas, en fait, on fait un prompt, on lui pose la question. Alors là, il avait beaucoup de choses à dire. Donc, il sait beaucoup de choses. Il n'est pas très synthétique, je trouve. Enfin, il fait un résumé à la fin. C'est ça qui est sympa. Donc, je vais vous lire juste le résumé. Donc, et puis il est bien. Il dit que il joue un rôle crucial dans le soutien de la promotion des publications spécialisées dans le domaine social, en assurant une représentation efficace, en fournissant des services et des conseils, en défendant les intérêts de ses membres. Voilà. Alors après, on peut jouer longtemps parce qu'on peut lui dire ouais, tu peux résumer, on peut aller jusqu'à tu peux me le faire en 200 signes, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà. Maintenant, du coup, ma première question, c'est
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, je vais commencer par expliquer, peut-être de façon un peu scolaire, comme il a fait, ce qu'est l'IA. Et puis ensuite, je vais vous dire 2-3 choses pour démystifier finalement la chose. Alors, l'IA, en fait, ce sont des ensembles de technologies qui visent à reproduire des capacités cognitives humaines pour atteindre de façon plus ou moins autonome des objectifs qu'on leur assigne. Donc, globalement, il s'agit de systèmes qui sont capables d'établir des prédictions, de formuler des recommandations, de prendre des décisions et, avec l'avènement de l'IA générative, de générer du contenu, qu'il s'agisse de textes, de sons, d'images, de voix ou encore de code. Ce qu'il faut savoir, en fait, pour justement démystifier un petit peu la chose, c'est 2 choses essentielles. La première, c'est que l'IA, ce n'est pas quelque chose qui est foncièrement nouveau. En réalité, les premiers systèmes d'IA datent des années 1940. Vous avez sans doute entendu parler de la fameuse machine de Turing, qui a permis de déchiffrer les codes allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, c'est une des toutes premières représentations de ce qu'on appelle un système d'intelligence artificielle. Et donc, il faut vraiment penser l'IA comme une sorte de continuum de solutions technologiques qui ont progressé dans le temps et qui continuent de progresser, d'ailleurs en ce moment de façon assez fulgurante, mais finalement qui sont passées de choses relativement simples. Alors, j'ai parlé de la machine de Turing, peut-être plus proche de ce qui nous touche aujourd'hui. Je peux aussi parler des systèmes experts. Les systèmes experts, ce sont en fait des petits modèles de scoring qui sont toujours aujourd'hui utilisés pour, par exemple, vous permettre d'obtenir un crédit conso lorsque vous voulez acheter un réfrigérateur. Donc, ça fait partie des systèmes d'IA. Et donc, on commence par ces choses très simples pour aller jusqu'à des choses très, très sophistiquées, comme les fameux modèles de fondation ou encore les modèles de langage très larges comme ChatGPT, qui, eux, vont avoir des performances beaucoup plus sophistiquées. Donc ça, c'est la première chose. L'IA, ce n'est pas nouveau, c'est une technologie qui progresse dans le temps. La deuxième chose, c'est que l'IA, foncièrement, ça n'invente rien. L'IA, en fait, a besoin de données pour se nourrir. S'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'IA. S'il n'y a pas de données de qualité, il n'y a pas d'IA performante. Et donc, pour reprendre à nouveau l'analogie avec l'IA générative, en fait, une fois qu'on a les données, ce qu'il faut ensuite, c'est du calcul. Donc, l'IA, c'est des données et du calcul. Comment ça marche, par exemple, dans le cas de ChatGPT? Eh bien, en fait, je vais essayer je vais vraiment simplifier au maximum, et c'est vraiment pour comprendre les grands principes. Ce que fait un algorithme comme ChatGPT, c'est partir de données textuelles qui composent une requête, si complexe soit-elle. Là, on lui a posé des questions simples. On aurait pu lui demander, par exemple, pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale a été dissoute dimanche dernier? Et il aurait répondu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait prendre ces données textuelles, il va les désagréger en tout petits bouts, on appelle ça des tokens, donc c'est des mots, voire des sous-parties de mots. Il va transformer ça en un vecteur mathématique, et ensuite, ce qu'il a été entraîné à faire, c'est à chercher, à prédire le vecteur mathématique qui se rapproche le plus de celui de départ, et ainsi de suite. Et donc, c'est via ces mécanismes qui vont s'appuyer sur des mécaniques de transformation et d'optimisation que petit à petit, c'est pour ça que vous voyez la progressivité, le modèle va générer en fait une séquence complète de réponses qui est à la fois cohérente et contextuelle par rapport à la requête de départ. Les résultats sont assez stupéfiants, c'est vrai, mais à la fin des fins, ce qu'on comprend intuitivement derrière ce que j'explique, c'est que, en réalité, ce qui permet ça, c'est le fait qu'on a pu avoir une quantité astronomique de données et qu'on a aussi des capacités de calcul très très puissantes pour pouvoir générer ce type de résultats. Mais donc foncièrement, ça reste du calcul. Oui, et donc, si je reformule, les réponses qu'il nous donne sont en fait des probabilités qu'il a
apprises à partir de données qu'il est allé piocher souvent sur le net? C'est une proposition de réponse probabilisée, effectivement, par rapport à tout ce qu'il a pu constater comme séquencement de données partout dans le net. Parce que ce qui peut être troublant, c'est ce mot aussi prédire. Il va peut-être imaginer des choses. Eh bien, en fait, quand on pense probabilité, vous savez, c'est comme quand on jette des dés, hein. On a plusieurs scénarios possibles. Donc oui, il va prédire parmi les nombreux scénarios, finalement, celui qui lui semble le plus réaliste par rapport à ses observations et par rapport aux données sur lesquelles il a été entraîné. C'est pour ça que la qualité des données de départ est aussi primordiale pour la qualité de la performance de l'algorithme. Et puis, à partir de là, eh bien, il va proposer quelque chose. Voilà. Mais vraiment, ça n'a rien de... Comment dire, ça n'a rien de... Il n'y a pas d'alchimie derrière, c'est simplement calculatoire. Oui, et on est bien d'accord que ces outils n'ont ni conscience, ni expérience émotionnelle. Eh bien, vu comme je vous les ai décrits, je pense qu'on peut Voilà. dire avec certitude Mais justement, non. peut-être une première idée reçue ou des questionnements, enfin, voilà, à laquelle on peut tordre le cou tout de suite. Mais ce qui est aussi très, très impressionnant, c'est, vous l'aviez dit, c'est que ça se déploie à vitesse grand V. Depuis notamment 2023, je trouve que ça a vraiment accéléré, puisque je pense le lancement de ChatGPT, mais maintenant on entend parler de Gemini, de Midjourney version 6, de Copilot, de DALL-E 3, et puis ce n'est pas que là on a vu du langage, mais il peut générer des photos, faire des vidéos, enfin des tas de choses, et c'est peut-être ça aussi qui est très impressionnant. Alors, c'est vrai, mais en fait, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire que quand on reprend un peu l'historique de l'IA, il y a toujours eu ce qu'on appelle des périodes hivernales et puis des périodes de boom. Donc, les périodes hivernales, c'est les moments où finalement on est arrivé à des points de blocage, où ça n'évoluait plus trop, où du coup il y avait moins d'investissements qui étaient orientés vers ces technologies. Et du coup, ça a fait un gros creux dans la vague avec finalement plus trop de recherche et plus du coup de découvertes ni d'avancement majeur non plus. Et ensuite, il y a des phénomènes déclencheurs qui font que ça reprend, et en général, ça reprend de façon fulgurante. C'est ce qui s'était passé à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, où on a eu les premiers phénomènes où des grands joueurs de Go ou d'échecs ont commencé à être battus par certains ordinateurs. Et là, tout de suite, ça a redéclenché en fait de l'intérêt, donc ça attire des investissements, donc ça repulse quelque part les efforts. Et ce qui a été vraiment extrêmement caractéristique, je dirais, ces dernières années, ce n'est pas tant des avancées algorithmiques. Ce qui a fait vraiment une différence phénoménale, c'est la quantité de données disponibles maintenant, et notamment toutes les données qui résultent en fait de nos interactions digitales et qui sont pour le coup complètement disponibles pour les développeurs de modèles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la puissance de calcul. Donc, sur la puissance de calcul, il y a également eu des avancées extrêmement majeures, avec notamment la création de certaines puces graphiques qui permettent d'avoir des puissances de calcul tout à fait phénoménales. Et ces deux facteurs conjugués ont donné lieu effectivement au progrès spectaculaire qu'on constate aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est vraiment très, très caractéristique de l'IA générative, c'est quand même le fait que ce soit aussi simple, vous l'avez montré avec votre démonstration, et aussi accessible. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. C'est vraiment quelque chose qui est en rupture avec l'évolution passée de l'IA. Et c'est aussi quelque chose qui explique qu'on a d'une part un effet rebond terrible, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en fait un nombre d'utilisateurs qui croît de façon exponentielle, et d'autre part on a en fait pour la première fois un phénomène d'usage généralisé, c'est-à-dire que c'est une technologie qui va pouvoir vraiment être utilisée de façon extrêmement générale. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas pour autant des points de vigilance à avoir
Une question aussi que beaucoup se posent, même si on est de plus en plus nombreux à utiliser, enfin ça se répand comme vous le disiez, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à ce type d'outils? Alors, donc effectivement, dès lors qu'on est sur cette trajectoire, quelque part, ce qu'on est en train de se dire, c'est que l'IA générative est en train de devenir une sorte de modèle dominant de plateforme numérique multi-usage. Et de ce point de vue-là, ça appelle effectivement 3 points de vigilance majeurs de mon point de vue. Alors le premier, en fait, c'est celui de l'acculturation et de la formation. D'abord parce que si on ne le fait pas, on court quand même un très gros risque de laisser pour compte vraiment une fraction de la population, soit parce qu'elle n'est pas en maîtrise de ces technologies, soit parce qu'elle en a peur, soit parce qu'elle n'y a pas accès. Donc un vrai risque de fracture numérique aggravée. Et ensuite, parce que, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on peut avoir confiance? Eh bien, de toutes les façons, lorsqu'il s'agit d'utiliser ce type de technologie, il faut savoir le faire en ayant une approche éclairée et informée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre ce que c'est, il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre les limitations. Votre petit ami, il peut halluciner au bout Oui, d'un moment. ça veut dire quoi, il peut halluciner? Eh bien, en fait, à force justement de générer des séquences de réponses, ça peut dériver totalement et puis il commence à vous raconter n'importe quoi. D'accord. Voilà. On peut le rendre fou. Et bien complètement. Vous pouvez vraiment lui poser des questions de façon à le rendre fou. Donc, il faut vraiment savoir du coup manier ça avec précaution et bien identifier quand vous êtes face à des phénomènes d'hallucination. Et puis, il faut comprendre les risques. Et ils sont nombreux. Donc, il y a des risques liés à la cybersécurité et à l'exploitation des données. Il y a des risques qui sont liés à la désinformation, à la manipulation, au biais. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, tous ces risques qu'on connaissait déjà quelque part avec les réseaux sociaux ou avec les autres technologies d'IA, ils sont considérablement aggravés par l'IA génératif. Donc ça, c'est vraiment le premier point de vigilance. Le deuxième point, c'est celui de l'empreinte écologique. C'est vraiment un vrai sujet parce que quand on regarde le cycle de vie du développement d'une solution d'IA générative, il est extrêmement coûteux. À savoir que depuis la gravure des fameuses puces dont je vous parlais et qui permettent justement d'avoir la puissance de calcul nécessaire à la fois pour entraîner et pour faire marcher ces modèles, jusqu'à l'utilisation qui est amplifiée par ce fameux effet rebond, en passant par la quantité de données, la puissance de calcul et ainsi de suite, l'empreinte écologique de l'IA générative est aujourd'hui sur une trajectoire qui est préoccupante. Et ça appelle vraiment à un principe de responsabilité auprès des acteurs, mais de toute la chaîne de valeur. Donc ça commence avec les développeurs qui doivent être incités à utiliser des solutions plus frugales lorsqu'ils développent des modèles et donc de faire des modèles plus petits. Vous savez, ChatGPT-4, c'est un modèle qui est énorme, il a des trilliards de paramètres. Donc des modèles plus petits adaptés au cas d'usage. Il faut que les fournisseurs de solutions, quelque part, automatiquement nous flèchent vers l'utilisation de modèles pertinents mais frugaux et pas par défaut vers le modèle le plus gros comme ChatGPT-4. Il faut que les usagers soient sensibilisés justement à ces phénomènes et à ce coût écologique pour flécher aussi, si vous voulez, l'utilisation vers les usages qui le nécessitent vraiment. Quand vous avez juste besoin de faire une recherche sur Internet, vous n'avez pas besoin d'utiliser un chat GPT. Voilà, donc il y a vraiment tout un... Et puis aussi, accessoirement, il faudrait que les infrastructures qui sont utilisées pour développer ces solutions soient le plus décarbonées possible. Voilà, donc ce sujet de l'impact environnemental, il est critique. Et le dernier point de vigilance, en l'occurrence, c'est celui qui vous concerne presque au premier chef, c'est celui des données. Oui, oui, oui. Et justement, ça me permet de passer
au deuxième point, ces aspects de formation sur lesquels vous insistez, de frugalité, de qualité des données, sont vos chevaux de bataille au sein du Hub France IA? Oui, alors complètement. Donc en fait, le Hub Francia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une loi, c'est une association loi 1901 qui fédère l'écosystème des acteurs de l'IA en France et dont la raison d'être, c'est vraiment d'essayer de promouvoir une IA qui soit à la fois responsable, souveraine, performante, mais aussi de confiance. Voilà. Donc, pour réaliser nos missions, en fait, on a 5 axes stratégiques. Le premier, c'est effectivement celui de l'adoption, avec cet effort particulier sur la formation, sur la montée en compétences et aussi sur la prise en main, notamment par les PME, des technologies d'IA. Le deuxième, c'est celui des technologies, avec, comme vous vous en doutez, un focus très spécifique sur l'IA générative et sur la problématique des données. Le troisième, c'est celui de l'écosystème qu'on cherche à dynamiser, mais qu'on mobilise aussi beaucoup pour essayer de fabriquer des communs qui soient open source. Le quatrième, c'est celui de l'IA de confiance, où là, on va retrouver toutes les thématiques de l'éthique, de la souveraineté, de la gestion des risques dont on a parlé, et également de la frugalité. Et puis, le cinquième, c'est celui des usages et des impacts. Et là, en fait, on a des verticales sectorielles qui sont proposées par nos membres, mais on s'attache aussi à quelques thématiques transverses, comme l'impact pour l'environnement, l'impact sur la cybersécurité, etc. Et donc, notre mode de fonctionnement, en fait, se caractérise soit par des groupes de travail qu'on met en place avec nos membres sur les thématiques qui les intéressent, ou par des collaborations, que ce soit à l'échelle française, par exemple avec les collabs sur les sujets environnementaux, ou à l'échelle européenne, notamment sur les problématiques réglementaires. Et votre organisation accompagne également la stratégie nationale dans ce domaine? Alors tout à fait, puisqu'on travaille beaucoup avec les acteurs nationaux pour essayer justement de promouvoir des solutions françaises ou européennes, de promouvoir cette thématique de la souveraineté. On leur a communiqué une quarantaine de recommandations justement sur l'IA générative pour adresser tous les enjeux que nous avons identifiés. Et puis, on les accompagne aussi dans le cadre des montées en compétences, en leur mettant à disposition des référentiels de compétences, de formation et ce genre de choses. Quand on a préparé cette rencontre, vous avez attiré notre attention aussi sur le fait que beaucoup de choses se jouaient surtout au niveau européen. Vous intervenez aussi à cette échelle-là? Oui, alors pour prendre simplement déjà le sujet réglementaire, clairement, c'est plutôt au niveau européen que ça se passe. Et j'ai envie de dire, heureusement, à la limite, il faudrait presque que ce soit un niveau mondial pour être encore plus pertinent. Mais oui, l'échelon européen, de notre point de vue, est l'échelon pertinent pour travailler sur la problématique de l'IA. D'abord parce qu'en termes de technologie et d'infrastructure, ce n'est pas possible à l'échelle française de faire le poids face aux mastodontes américains et chinois. Je pense que cette bataille-là, elle est complètement perdue. Et déjà, à l'échelle européenne, c'est complexe, mais donc si on ne joue pas, a fortiori, complètement à la carte européenne, on ne va pas y arriver. Or, pour avoir des supercalculateurs qui permettent de faire émerger des modèles souverains européens, eh bien, il faut des investissements à l'échelle européenne. Pour pouvoir réguler de façon homogène, il faut que ça se passe à l'échelle européenne. Pour pouvoir vraiment avoir des fédérations de données pertinentes pour entraîner des modèles souverains, il faut aussi jouer la carte européenne. Donc il y a vraiment tout un tas d'atouts à jouer à fond la carte européenne qui font que on essaye effectivement au maximum de mobiliser des partenaires. Et d'ailleurs, on a fondé, en fait, on est membre fondateur d'une association similaire à la nôtre, mais qui regroupe les associations nationales européennes pour faire porter cette voix à cette échelle-là.
Ça doit être une grosse bataille parce que les GAFAM aussi sont là-haut. Là-haut, l'Europe, mais bon. Bah oui, les GAFAM, évidemment, ils sont partout. De toutes les façons, ils sont incontournables parce qu'aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, il faut bien comprendre que souveraineté, c'est quand on a la possibilité d'avoir un choix. En réalité, aujourd'hui, sur beaucoup de thématiques, on n'a juste pas le choix. Si on veut entraîner des algorithmes, même français, il faut acheter des cartes graphiques NVIDIA américains. C'est les seuls qui existent. Donc, de toutes les façons, ce sont des acteurs qui sont incontournables. Ce qu'il faut, c'est arriver à, comment dire, à travailler en bonne intelligence avec eux, dans le sens où, à ce stade, il est important de pouvoir quand même utiliser leur infrastructure pour avancer, y compris pour les acteurs français. Hein. Vous avez vu le partenariat, par exemple, que Mistral a mis en place avec Microsoft. Et puis, on attend d'eux qu'ils jouent aussi la carte de la diversification, donc qu'ils intègrent dans leur infrastructure des solutions européennes pour les proposer, qu'ils ne soient pas dans une logique d'exclusivité complètement monopolistique. Et puis, il y a des sujets de coopération qui méritent quand même de travailler avec ces acteurs, puisque ils font beaucoup de choses aussi pour des thématiques transversales. Microsoft, par exemple, a développé des choses assez intéressantes pour l'environnement. Donc, voilà, il faut faire la part des choses entre, quelque part, des leviers qu'on peut actionner pour le bien commun. Et puis, à côté de ça, rester quand même droit dans les bottes, dans l'optique qu'on a besoin de développer un environnement plus concurrentiel. On a besoin de développer des solutions souveraines européennes et on a besoin que ces solutions, elles reflètent les valeurs européennes et nos droits fondamentaux. D'accord, merci. Et si on en vient peu à peu au secteur qui nous intéresse, celui des médias, de l'information, quel regard vous portez sur la manière dont les outils d'IA intègrent ce secteur-là aujourd'hui? Alors, d'une part, je dirais que ce secteur, quelque part, comme n'importe quel secteur, ne pourra pas s'affranchir en fait de capitaliser sur ces outils. Ce serait vraiment dommage. Ce sont des leviers de productivité qui sont quand même extrêmement puissants. Donc, il y a un effort d'appropriation avec discernement à actionner pour pouvoir en tirer un maximum de bénéfices. Une fois que j'ai dit ça, ce qui est quand même très, très, très spécifique hein, pour le secteur des médias et de la culture, c'est effectivement le sujet des données. À savoir que ce secteur s'est retrouvé face à une situation aussi importante qu'inédite, qui est le fait que les données, vos données, ont été bon, je vais utiliser un terme un peu agressif, mais quand même siphonné par, par des développeurs de modèles pour entraîner des modèles de plus en plus gigantesques. Et donc, ça pose une vraie question, qui est comment, à partir de là, on essaie de converger vers un modèle qui permette quand même l'émergence de solutions européennes souveraines, hein, ce que je disais tout à l'heure, qui vont nécessiter des données sans que ça se fasse au détriment des créateurs du secteur de la culture et des médias. Et ça, c'est une question qui est très complexe. Oui, donc on retrouve un petit peu le même type d'enjeu, celui d'acculturation, vous en avez parlé, de bilan carbone aussi, et ces enjeux autour de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Oui, exactement. C'est ça. Et comment comment les éditeurs de presse peuvent se protéger d'un siphonnage? Est-ce que c'est possible? J'ai cru lire que, justement, puisque la FNPS a communiqué récemment, j'ai lu les communications, qu'il existait des robots qui permettaient aussi de se protéger de ce type de siphonnage. C'est un terme anglais aussi, crawl, je ne sais plus comment. Mais alors, je pense qu'il existe des robots qui doivent probablement vous permettre d'identifier si vos contenus ont été réutilisés. Maintenant,
quand on parle des gros modèles de langage, hein, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, il faut se rendre compte quand même qu'on est en train de parler de modèles qui ont des trilliards de paramètres. Donc, arriver à prouver qu'ils ont été entraînés sur vos données, c'est complexe. Je pense qu'il est plus raisonnable d'essayer de travailler, et je crois que c'est un peu le sens de l'appel de l'Assemblée nationale avant qu'elle soit dissoute, et puis aussi de l'AI Act au niveau européen, de réfléchir à un dispositif qui permette effectivement de mettre en place un système de droit d'auteur qui soit équilibré, dans le sens où ce qu'on ne veut surtout pas, c'est aller vers une espèce de modèle économique qui soit très détrimental pour des développeurs de petite taille, et qui finalement ne puisse être soutenable dans la durée que par des gros mastodontes de l'IA générative qui sont déjà aujourd'hui en situation de monopole. Et l'autre extrême où effectivement aucun droit d'auteur n'est reversé. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir. Les modalités techniques sont complexes, mais je pense que ce n'est pas infaisable. Après tout, on a bien mis en place les droits voisins pour Internet et ce genre de choses. Donc il va falloir un petit peu de créativité. Ce qu'il faut, c'est éviter quand même cette situation où, en fermant complètement le robinet, eh bien, on se prive de cette possibilité de développer des alternatives crédibles et surtout open source aux modèles qui existent aujourd'hui sur la place. Et je vais juste ouvrir une parenthèse, pourquoi j'insiste sur le open source. Alors déjà, effectivement, quand on parle d'open source, peut se poser la question d'avoir à payer des droits d'auteur. Après tout, quelque part, on est en train de contribuer à un bien commun, donc ça pourrait être typiquement une exception. Et d'autre part, l'open source, ça répond à deux challenges. Le premier, c'est celui justement de rendre l'environnement plus concurrentiel, parce que ça fait baisser les barrières à l'entrée et donc, en plus d'apporter de la transparence. Et le deuxième, c'est que c'est aussi une très bonne réponse au problème environnemental, parce que plus on a de l'open source, en fait, plus on va favoriser le réemploi, la réutilisation, éviter la duplication, éviter de réentraîner les mêmes modèles, etc. Donc, vraiment, ça a énormément de vertus. Et moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est justement que dans le cadre de cette réflexion sur la thématique de la donnée, de la monétisation de la donnée, qu'on ne sacrifie pas l'open source. D'accord, merci. Il y a cet aspect, et en tant qu'éditeur, il y a aussi l'autre aspect, c'est comment on intègre ces outils dans nos activités, dans nos structures. On pense à l'automatisation des tâches des journalistes, on peut penser à peut-être aussi à mieux personnaliser nos contenus pour nos audiences. Ça aussi, vous avez des conseils d'un Alors, là, je pense que vous avez vraiment l'embarras du choix, parce qu'en fait, tous les usages qui sont faits aujourd'hui par rapport à l'IA générative sont de nature presque générique, quelque part. Hein. Vous pouvez les transposer virtuellement à n'importe quel secteur. C'est bien pour ça qu'on parle de ce côté presque un peu systémique, ou en tout cas d'usage généralisé de l'IA générative. Donc, effectivement, vous pouvez améliorer drastiquement votre efficacité opérationnelle, par exemple en facilitant beaucoup la recherche d'informations, mais toujours avec les points de vigilance, hein, qui est de garder du recul par rapport à ce que vous allez recevoir comme information, de pouvoir tracer quand même les sources. Et puis ensuite, automatiser tout un tas de processus, mais là, ça va de la finance au marketing, quelque part. C'est vraiment très générique. Et puis, effectivement, le côté personnalisation. Donc,
c'est quelque chose qui pourrait... Enfin, vous pouviez déjà le faire, à vrai dire, avec les anciennes technologies, mais c'est juste que là, effectivement, on atteint un niveau d'accessibilité et de facilité d'usage qui est tellement supérieur aux précédentes briques d'IA que ça ouvre le champ des possibles. Mais donc, effectivement, personnaliser davantage le contenu, à supposer que vos lecteurs, effectivement, souhaitent avoir ce type de personnalisation. Donc, se pose quand même la question du consentement. Parce que quelque part, vous allez aussi le faire en fonction de leurs données. Mais oui, l'usage, enfin le champ des usages et des possibilités est infini. Oui, après, voilà, il y a peut-être des bonnes pratiques à avoir, et notamment, puisqu'on parlait des biais que peuvent avoir les outils d'IA, l'enjeu, effectivement, c'est de pas les reproduire, pas les amplifier, et voire même essayer de les réduire. Oui, alors ça, c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'en réalité, en fait, on a un peu tendance à incriminer l'IA pour plein de choses, mais comme je l'ai expliqué, l'IA, c'est des données et du calcul. Donc, fondamentalement, si ça sort des choses, c'est parce qu'on l'a alimenté de cette façon-là. Donc, le sujet des biais, c'est un sujet qui est très complexe parce que la réalité, c'est que ces biais, quelque part, qu'ils soient conscients ou inconscients, ce sont des biais qui sont totalement ancrés dans nos sociétés. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quelque part, toutes les données que nous générons sont en fait, je ne vais pas dire contaminées, mais reflètent ces biais. Et du coup, forcément, lorsque l'IA est entraînée sur ces données, eh bien, elle reflète. Et effectivement, on peut avoir tendance à amplifier ces mêmes biais. Donc, du coup, il y a quelques garde-fous qui sont très importants à mettre en place, à savoir que lorsqu'on va sélectionner des données, il faut vraiment justement être très vigilant pendant cette phase-là. Et ça passe aussi par avoir une vraie diversité au niveau des équipes qui sont en charge de ces thématiques. Mais ça ne suffit pas. Parce que, encore une fois, lorsque les biais sont là dans la société, bah oui, ils sont dans le dataset aussi. Ça, les équipes, aussi diverses soient-elles, elles n'y peuvent rien. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on les corrige? Et ça, c'est extrêmement complexe parce que ça fait appel, du coup, à des principes de justice, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout une décision anodine de débiaiser, si je puis dire, les données dans un autre sens. Donc, j'insiste là-dessus parce que effectivement, cette thématique des biais, elle revient souvent. Je pense qu'il ne faut pas considérer que c'est l'IA qui est responsable. C'est vraiment nous qui sommes responsables de ces biais. Et donc, c'est à nous de les corriger. Et j'insiste aussi sur le fait que les corriger, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous aviez vu, à un moment, il y avait... je ne sais plus quel algorithme qui, en fait, en réponse à une question sur des grandes personnalités américaines, en fait, ne produisait que des personnes de couleur. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient tellement débiaisé dans l'autre sens que du coup, ils sont passés à un autre extrême. Et ça a fait scandale. Voilà. Donc, tout ça pour dire que débiaiser des données, ce n'est pas si simple. Ça pose vraiment des questions presque philosophiques de qu'est-ce que c'est qu'une société non biaisée, juste, équilibrée. Et du coup, c'est un champ qui mérite probablement qu'on investisse un peu plus de temps de recherche pour produire des solutions qui soient vraiment efficaces. C'est assez vertigineux, en fait. Et on voit qu'il n'y a pas, enfin, il y a rien d'évident dans tout ça, et que c'est l'humain reste au centre. Ben c'est ça, c'est-à-dire que ce qui serait évidemment, enfin la réponse, j'ai envie de dire la plus naturelle, ce serait de dire, mais écoutez, arrêtons de nous occuper de l'IA. Les vrais biais dans nos sociétés, il faut qu'ils soient traités à la racine quelque part. Et une fois que j'ai dit ça, ben, tout de suite, la problématique semble beaucoup plus complexe. Mais effectivement, ce que ça dit, c'est qu'à la fin des fins, c'est l'humain qui reste au centre. Oui, et donc ça peut remettre aussi en cause des idées qui sont avancées en ce moment au niveau de la presse d'apposer un label sur les contenus produits en disant il y a une garantie humaine, mais finalement l'humain a des biais aussi, donc
C'est un peu la quadrature du cercle. Alors, je n'ai pas trop le temps, mais je pense qu'on a pas mal avancé. Ce qui serait peut-être intéressant maintenant, c'est de vous donner la parole. Moi, j'ai une question pour vous aussi. Un petit sondage à main levée, en fait. Qui parmi vous utilise déjà ChatGPT ou autre outil? Ah oui, d'accord. D'accord. Et un peu à la cantonade, pour quel type d'usage? D'accord. Mais c'est plus encore à titre expérimental, peut-être. Oui. Non, mais c'est intéressant. Du coup, puisque vous expérimentez, est-ce que vous avez des questions à poser à Harim Terraoui? Oui, bonsoir madame. Le SPS, depuis une vingtaine d'années, se bat à la fois contre l'illettrisme, pour lutter contre l'illettrisme, et l'électronisme. Ne doit-on pas craindre, cette fois-ci avec l'IA, de mettre encore au bord de la route une troisième catégorie de personnes qui seraient justement, entre guillemets, larguées dans cette nouvelle technologie? Oui, absolument, hein. Je pense que c'est un vrai risque. Je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas quelque part une initiative d'acculturation de masse, on a un vrai risque de créer un énorme fossé entre ceux qui sont en pleine maîtrise de ces technologies et puis ceux qui parfois en ont peur, parfois ne savent pas l'utiliser ou n'ont pas assez de recul. Et dans une société où clairement on s'attend à ce que les usages deviennent vraiment très très généralisés, ça voudrait dire que cette fracture serait extrêmement sévère. Donc ça, c'est un sujet de fond. Alors je crois qu'il y a quelques députés qui s'en sont emparés parce que il y a effectivement une vraie conscience du danger que cela peut représenter et ça mérite certainement une initiative à l'échelle nationale, hein. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour tous ces propos. J'avais une question. Quelle est votre vision de l'avenir du métier de journaliste avec tout ce qu'on s'est dit? Est-ce que les compétences changent? Est-ce que les compétences nécessaires à faire ce métier changent aussi au vu des outils et du développement de l'IA? Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais trop cru au déplacement des jobs par l'IA, dans le sens où, en tout cas, pas par l'IA, hein, je m'explique. Je vais prendre un exemple. Vous savez qu'il y a plein de call centers qui ont été nearshorés partout dans les pays en développement pour réduire les coûts, etc. Et ce qui est en train de se passer avec l'explosion de l'IA générative, c'est qu'en fait, ils sont tous en train d'être rapatriés parce que finalement, avec beaucoup d'IA générative et un petit peu d'humain sur place, en termes de coûts, les entreprises s'y retrouvent bien. Voilà. Donc du coup, c'est un vrai sujet, effectivement, pour les pays concernés. Et en même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour des pays qui avaient procédé à ces nearshoring. Mais à la fin des fins, ce que ça dit, c'est que finalement, c'est une décision de managers conscients au sein des entreprises de déplacer des emplois, de choisir de faire des remplacements sans réinvestir dans l'humain. Donc vraiment, on en revient à ce qu'on disait, l'humain reste au centre. Donc votre métier de journaliste, vous allez en faire ce que vous voudrez en faire. Je pense qu'il n'y a rien de déterministe là-dedans. Je ne suis même pas sûre que ça induise quelque part, que ce phénomène de l'IA générative induise un changement de compétences, si ce n'est le fait que ce serait bien effectivement que le journaliste maîtrise ces technologies parce que clairement, elle peut être un assistant très très utile. Mais après, par rapport à ses qualités, j'ai envie de dire, de journaliste, eh bien, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Au contraire, je pense que ça devrait quelque part laisser encore plus de place
à l'humain pour s'exprimer. Je ne sais pas si, comme vous êtes nombreux à avoir utilisé ChatGPT, je ne sais pas si vous avez remarqué la structure de la syntaxe. Enfin, ça se reconnaît à des kilomètres, hein, un texte généré par ChatGPT. C'est extrêmement structuré, c'est tout le temps la même structure, c'est très lisse. Donc, jamais ça ne pourra remplacer un bon journaliste, on va dire. Une autre question? Simplement un témoignage, comme je fais de l'enseignement universitaire en plus de mes activités de journaliste, j'ai deux manières d'appréhender la chose avec les étudiants, parce qu'évidemment, ils sont très, comment dirais-je, friands et intéressés par alléger leur charge de travail, qu'ils considèrent évidemment comme himalayenne. Et donc, le recours à l'intelligence artificielle, à ChatGPT ou autre, il y a d'autres... comment ? Oui, les autres programmes de ce type. Alors, il y a deux attitudes, en fait, je pense. Soit leur dire, non, ici vous êtes dans un cadre universitaire où on est dans la diffusion de la connaissance et où donc vous devez faire le travail par vous-même et réfléchir par vous-même, ou alors il y a l'autre démarche que moi j'utilise, qui est de leur redire, ben voilà, vous allez traiter tel thème et vous allez interroger ChatGPT sur ce thème ou un autre. Et donc ils le font. Et après, évidemment, je fais un travail collectif de mise en commun pour leur dire, ben vous voyez, on vous dit ça, effectivement, c'est très structuré, ça a l'air propre, tout ça, mais est absent un certain nombre de réflexions fondamentales sur, par exemple, je prends un exemple comme ça, la fonction du comité social et économique, ou à quoi, en termes de stratégie pour l'entreprise, par exemple. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de nuances que là, l'enseignant, ou le journaliste évidemment, doit corriger et devra corriger. Parce que sinon, je crains qu'on ait quelque part une... Comment je pourrais dire ça ? Qu'on aille véritablement vers des solutions de facilité et qu'on encourage ces solutions de facilité. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux exprimer, mais... Alors, tout à l'heure, on disait attention à la fracture numérique, mais en fait, au-delà de la fracture numérique, je pense qu'il y a un vrai effort d'accompagnement, notamment des jeunes, sur l'appropriation de ces outils et le bon usage qui peut en être fait. Parce que je suis complètement d'accord, il peut y avoir la tentation de se reposer complètement là-dessus, parce que c'est facile, que ça mâche bien le boulot, et si en plus il se trouve qu'on n'est pas très intéressé par ce qu'on est en train de faire, ben voilà. Donc il faut vraiment éduquer là-dessus. Donc moi je pense que les premiers qu'il va falloir éduquer, c'est les enseignants. Et une fois qu'on a fait ça, il faut que les enseignants accompagnent l'appropriation de ces études. Enfin, pas l'appropriation, parce qu'évidemment, les étudiants se les sont déjà complètement appropriés, mais plutôt le bon usage, l'apprentissage du bon usage de ces outils. Et ça peut être des outils quand même assez formidables, hein. Et de toutes les façons, je pense que c'est un peu illusoire de chercher à interdire leur utilisation. C'est comme si on disait aux étudiants, vous n'avez pas le droit de remplacer votre calculatrice par Excel, ou vous n'avez pas le droit à la calculatrice tout court. Mais par contre, une fois que vous utilisez votre Excel ou votre calculatrice, ça ne suffit pas, et on attend de vous une couche de réflexion supplémentaire, et c'est ça qui va faire la différence. Et je ne pense pas que effectivement ça se fasse. Il y a des étudiants qui vont le faire intuitivement, mais je pense que ça mérite vraiment un investissement en termes d'éducation et d'accompagnement. Une autre question? Oui. Bonjour. J'ai une question sur les données personnelles, puisque vous aviez l'air de bien connaître cette problématique et bien l'adresser. L'ADN, en fait, de ce genre d'outil, c'est d'apprendre et de ne jamais rien oublier. Comment on va concilier ça avec l'envie qu'on a tous collectivement de préserver les données personnelles, de préserver la vie privée des gens,
alors que c'est antinomique avec son propos même. Il ne veut rien oublier, il va tout apprendre. Donc comment on va faire pour faire se rejoindre ces deux volontés collectives d'utiliser ces outils comme ça, tout en préservant notre vie privée, nos données personnelles dans le temps? Oui, alors ça, c'est une très très bonne question. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Dès lors que vous communiquez des données, et notamment vos données, à ce type de logiciel, en tout cas à celui-là en particulier, il va les récupérer. Alors, maintenant, on a la chance d'avoir en Europe une réglementation qui protège quand même énormément la vie privée. Et donc, il y a des travaux en cours, en fait, pour faire en sorte d'adapter cette réglementation au sujet spécifique de l'IA générative pour essayer de circonscrire plus ou moins les risques. Donc ça, c'est la première réponse qui est plutôt à une échelle institutionnelle. Ensuite, il y a des garde-fous qu'il faut mettre par vous-même. Alors, à titre individuel, c'est compliqué, mais au moins au niveau d'une entreprise, il est clair que pour protéger des données sensibles, il ne faut pas utiliser ce type d'outils. Ou alors, il faut utiliser en fait des versions qui vont coûter plus cher, mais qui permettent de ne pas sortir vos données de votre environnement. Voilà. La troisième option, qui est encore plus sophistiquée, c'est en fait d'entraîner vos propres algorithmes. Du coup, de garder la pleine maîtrise à la fois des données d'entraînement et puis des données d'usage par la suite. Toujours pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce récente là de Apple qui a intégré en fait ChatGPT dans Siri. Là, on est vraiment en pleine violation justement de la confidentialité des données personnelles. Et du coup, il y a une réaction très virulente d'Elon Musk, je ne sais pas trop pourquoi lui, mais bon, pourquoi pas, pour dire qu'il allait arrêter complètement l'utilisation des appareils Apple au sein de son organisation, que les gens qui allaient venir allaient devoir mettre leur iPhone dans une boîte, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, Fahrenheit, ou je ne sais plus, pour les isoler, et ainsi de suite. Voilà, donc on commence à rentrer en fait dans une période un peu de paranoïa par rapport à ce sujet, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est typiquement à ce moment-là que soit les régulateurs se réveillent, soit des activistes se réveillent, mais en tout cas, il y a une prise de conscience et une réaction en chaîne pour essayer de réguler la chose. Bonsoir. Merci beaucoup de votre intervention. Moi, c'est moins une question qu'une réflexion à vous entendre. C'est vrai que l'IA fait un bond depuis quelques mois phénoménal. On présente souvent l'intelligence artificielle comme finalement celui qui est responsable, notamment dans quelques mois, peut-être quelques années, de la suppression de milliers d'emplois, voire de millions d'emplois. Votre intervention est intéressante concernant l'intelligence artificielle parce que ça nous permet de voir ça sous un autre angle, sous l'angle humain. Vous avez dit à plusieurs fois que finalement c'était l'homme qui était au centre finalement de cette intelligence artificielle, et ça donne de l'espoir, à savoir que finalement on ne va peut-être pas devoir subir cette intelligence artificielle, et que finalement on a une grosse responsabilité, alors que ce soit en tant que citoyen ou même comme employeur, entreprise ou éditeur, puisqu'on est ici dans une conférence qui concerne la presse sociale, et que finalement, on n'a pas à subir cette intelligence artificielle, qu'on en fera évidemment aussi ce que l'homme veut en faire, et qu'on a encore finalement de l'espoir. Merci en tout cas de cet angle-là. Oui, tout à fait. Alors, j'y crois beaucoup. En même temps, je pense qu'il va falloir une approche un peu proactive pour que ça se passe vraiment comme ça. Et voir, il ne serait pas idiot de mettre en place, peut-être à l'instar de la Convention climat, une convention pour réfléchir un petit peu à ce sujet et essayer de projeter un peu le projet sociétal
qu'on souhaite porter et quelle est la place de l'intelligence artificielle dans ce projet sociétal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans une phase d'hypercroissance effrénée, donc plutôt à la recherche de réalisation, de performance. On se pose un peu des questions sur la partie environnementale, mais bon, de façon un petit peu prudente. Et il serait vraiment très opportun d'engager une réflexion d'ampleur sur qu'est-ce que ça veut dire et quelle place on veut lui accorder dans notre société. Justement, je voulais vous partager cette phrase que j'ai beaucoup aimée dans mes différentes lectures. Je ne suis pas une bonne journaliste, j'ai oublié de noter la source. Bon, j'essaierai de la retrouver si ça vous intéresse. Cette phrase dit ne demandez pas ce que l'IA peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour l'IA au service de l'humanité. Moi, j'aurais dit demandez ce que vous pouvez faire de l'IA au service de l'humanité. J'ai peut-être fait une coquille. Donc j'essaierai de fouiller mes sources, de rectifier mon biais. Oui, bah, je lui demanderai. Ouais, tiens, j'essaierai, oui. Tout à fait, bonne idée. Merci. Une dernière question peut-être ou... Ben, merci. Merci de votre écoute. Merci à Rim. vous.